Welcome back after our lunch break. I hope you enjoyed the opportunity to have exchanges with other. Alors, on a l'opportunité d'échanger avec les autres participants de cette conférence. J'ai vu des discussions très animées et nous aurons une autre occasion de le faire lors de la pause café un peu plus tard cet après-midi. Dans l'immédiat, nous allons entendre notre deuxième conférencière de la journée, Marianne Minesma. Si vous regardez son CV dans le programme, vous verrez qu'elle a occupé différentes fonctions et qu'elle a vraiment appris comment se battre pour l'environnement, pour les questions environnementales. Et plus récemment, elle a obtenu gain de cause contre le gouvernement néerlandais et c'était tout à fait éblouissant. Je pense que cela nous ouvre des horizons et nous sommes vraiment heureux qu'elle soit parmi nous. Elle a un ordre du jour très chargé aujourd'hui. Elle va nous expliquer dans quelques minutes pourquoi. Mais avant que Marianne monte sur l'estrade, nous allons vous montrer une petite vidéo qui présente son travail. Aux Pays-Bas, Urgenda vient de gagner un procès sur le climat. Les Pays-Bas doivent faire davantage pour lutter contre le changement climatique. D'ici la fin 2020, les émissions devront avoir été réduites de 25% par rapport au niveau de 1990. Des réductions plus faibles seraient illégales vis-à-vis d'Urgenda. Incroyable, totalement incroyable. J'attendais un mais il n'est jamais venu. Je me sens comme tout le monde ici, je pense. C'est incroyable. J'étais en train d'essayer de tweeter et mes doigts tremblaient. C'est un jugement historique et je suis vraiment bouleversée. Je suis totalement bouleversée. Quelle décision! C'est incroyable. Nous avons travaillé si dur sur cette affaire qui revêt une telle importance pour notre société. Dans l'immédiat, je ne peux m'empêcher de laisser paraître mes émotions. Que connaîtront mes enfants, vos enfants et les enfants de nos téléspectateurs si nous ne faisons pas assez? Qu'arrivera-t-il aux Pays-Bas et au reste du monde? La chose la plus grave, selon moi, c'est qu'il manquera d'eau et de nourriture dans de larges zones du monde. Cela obligera des centaines de millions d'êtres humains à se déplacer et provoquera des guerres. C'est ça qui m'inquiète le plus, pour la majeure partie de ce siècle-ci, bien plus que savoir si les digues vont tenir. C'est ce qui vient après, c'est ce qui va se passer par la suite. Et selon vous, qu'est-ce qui doit être fait maintenant? Qui doit prendre la tête et faire en sorte que les choses changent? L'État vient d'entendre le tribunal lui dire qu'il devait en faire plus. Donc c'est à l'État d'agir maintenant. Et nous, on a plein d'idées pour agir, donc on sera heureux de leur apporter notre concours. Donc, est-ce au Premier ministre d'agir? En ce qui me concerne, c'est à Rutte d'agir. C'est à lui de montrer la voie vers une nouvelle économie qui ne dépense pas des énergies fossiles et qui est circulaire. Cela aura de grandes répercussions. Ce n'est plus seulement le pape qui le dit, mais le pouvoir judiciaire. Mark Rutte, politicien néerlandais, au travail. Thank you very much. Merci beaucoup. Moi, je l'ai déjà vu 20 fois. Mais à chaque fois, je suis émue quand même.
Je pense que la plupart des gens n'ont pas entendu parler d'Urgenda avant qu'on remporte cette victoire au tribunal. On est présent aux Pays-Bas depuis 10 ans et j'aimerais vous expliquer un peu ce qu'on a fait. Et vous allez voir qu'on a fait des choses positives, des panels, et qu'on est allé vers le désinvestissement, vers le changement climatique, et qu'on agit sur différents fronts. On n'est pas toujours contre certaines choses, on est aussi en faveur de certaines choses. Et j'aimerais vous parler un petit peu de mon voyage, de mon évolution. Ça fait à peu près 25 ans que je travaille sur les questions des énergies durables, des renouvelables, en Europe de l'Est et centrale, et partout dans le monde ensuite. Et au bout du compte, je travaillais pour l'Institut de la transition à l'université Erasmus et je travaillais ensemble avec le professeur Rothman. Nous avons 40 doctorants qui ont préparé un ouvrage sur la façon dont on pouvait opérer cette transition. Et on ne va pas vraiment utiliser ça pour faire cette transition. C'est bien de travailler pendant 10 ans à l'université, d'avoir des idées, mais il faut vraiment passer à l'action et changer les choses. Et on s'est dit, il faut agir. C'est pour ça qu'on a inventé Urgenda, qu'on a créé Urgenda, c'est-à-dire un agenda urgent, Urgenda. Et donc on en a parlé dans les journaux des Pays-Bas. On a eu toutes sortes de réactions, de milliers de personnes ont dit oui, on est d'accord avec vous, est-ce que vous allez agir? Et on a dit bon d'accord. Donc au début c'était simplement un agenda, un programme urgent. Ensuite c'est devenu une fondation et maintenant c'est une fondation que les gens connaissent sous le nom de Urgenda. Alors la question est vraiment de savoir comment passer des énergies fossiles, donc c'était basé sur les énergies fossiles, à une économie circulaire qui fonctionne au moyen d'énergies renouvelables. On a inventé différentes choses positives telles que le jour de la durabilité. On a eu plus de centaines de milliers de personnes qui ont été actives. Et là, les gens aux Pays-Bas, d'un seul coup, se sont dit « Ah, mais ce mouvement est bien plus grand qu'on ne le pensait ». Et l'année suivante, il y avait 40 000 personnes qui étaient actives et l'an dernier, il y avait plus de 100 000 personnes qui ont fait quelque chose le jour de la durabilité afin de montrer qu'on pouvait vraiment agir à plus grande échelle. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans leur coin sur des choses positives, mais n'en parlent pas forcément dans les journaux. Et là, ce jour-là, ce sont des choses qui deviennent vraiment concrètes. On a commencé avec les premières voitures électriques produites en série aux Pays-Bas et les gens pensaient que ce n'était pas forcément possible. On les a vendus dans des grandes villes comme Amsterdam. On a dit achetez ces voitures électriques parce que vous devriez montrer l'exemple. Vous parlez beaucoup du climat, vous parlez de l'air propre. Il faut faire quelque chose. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc il y a eu quelques centaines de voitures électriques. Et maintenant il faut des bornes de rechargement. Alors on a commencé à installer des bornes de rechargement dans les villes. Et Amsterdam maintenant a un très bon réseau de bornes de rechargement, un réseau certainement plus dense que dans les autres villes du monde. Donc c'est comme ça qu'on commence à changer le système. Petit à petit on agit. Même chose avec les panneaux solaires aux Pays-Bas. Il y a des gens qui pouvaient demander une subvention et en 5 minutes, toutes les subventions avaient été attribuées. Et on parle de 30 000 personnes qui n'avaient pas pu avoir accès à ces subventions et il fallait qu'ils attendent l'année suivante pour l'octroi des subventions. Et on s'est dit, si on fait ça tous ensemble et on achète les panneaux solaires tous ensemble, d'un seul coup, peut-être qu'on pourra faire baisser les prix et on aura les mêmes subventions, mais on fera plus avec le même niveau de subvention. Donc on a dit, on va acheter des panneaux solaires. Moi, je n'avais jamais acheté de panneaux solaires de ma vie et c'était sur la première page des journaux. Et les gens étaient prêts à verser un acompte de 30% pour avoir ce panneau solaire. Et ils nous disaient, oui, allez, achetez ce panneau solaire pour nous. Donc, on a conclu un accord avec des grandes usines chinoises et on a réussi à faire baisser les prix de 30% par rapport au prix sur le marché à ce moment-là. Et les gens étaient tout à fait avec nous. Et là, je me suis dit, bah, c'est bien, j'ai 20% dans un nouveau compte en banque, plusieurs millions de dollars, j'ai besoin de 20 millions de dollars, j'ai 6 semaines pour le faire, je vais obtenir cet argent. Puis après, on va avoir les banques et ils nous disent, bah, on a un comité d'investissement, ils ont une liste de questions, est-ce que vous avez d'argent, vous l'avez déjà fait? Et alors finalement, on a non à chaque question. Et on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait faire en 6 semaines. Et je suis allée voir les fournisseurs chinois, je leur ai dit, écoutez, j'ai ce compte bancaire, j'ai cet argent, j'ai les clients, mais j'ai pas réussi à avoir d'emprunt par les banques. Ils ont dit, ah, c'est un nouveau business model, l'achat collectif, on va vous aider, c'est nouveau. On va vous donner peut-être un prix un petit peu plus faible et vous allez avoir un délai pour payer. Donc on a envoyé un mail à des milliers de personnes, on a dit on va le faire, mais il faut nous donner le paiement 3 semaines en avance, vous aurez un rebais supplémentaire. Et c'est ce que les gens ont fait. Donc j'avais 20 millions dans le compte en banque et finalement j'ai pas besoin de la banque, j'ai pas besoin de subvention.
Et également autre chose aux Pays-Bas, c'est que les gens se sont dit « Ah, l'achat collectif, c'est une belle idée ». Et maintenant, on a des centaines d'actions de ce genre. Donc c'est le genre de choses qu'Urgenda a à faire. On lance des projets, on espère que les gens vont nous suivre et ensuite on passe au projet suivant une fois que les projets sont lancés. Là, on est en train de construire des maisons, de les transformer pour qu'elles soient totalement neutres en énergie. Et maintenant, on peut le faire pour 30 à 35 000 euros. C'est l'argent que dépense une famille aux Pays-Bas sur 15 ou 20 ans pour ses achats en énergie. Donc, finalement, elles ont un bon retour sur investissement. Et on espère que les fonds de pension aussi vont venir se joindre à nous parce qu'ils ont pas mal d'opérations, de désinvestissement à faire. Donc, toutes sortes de projets, comme je vous le disais. Et là, je me suis demandé, est-ce qu'on avance assez vite? On a 400 coopérations aux Pays-Bas qui travaillent sur les énergies locales, mais seulement 1% du marché des énergies fossiles. On va pas assez vite. Alors, je dis, bon, bah, c'est super, on peut continuer à faire tout ce qu'on fait. On travaille avec toutes sortes de personnes, on essaye de les aider à faire avancer leurs projets pour que leur niche devienne un véritable marché. Mais je me suis dit, non, ça ne va pas assez vite. Parce qu'on n'a pas 2 générations pour réaliser ce changement. On n'a que 20 ans. Et on n'a pas vraiment jusqu'à 2050. Il faudrait vraiment qu'on agisse dans un intervalle de 20 ans. Donc on a publié un rapport l'an dernier. J'avais travaillé pendant 2 ans ce rapport avec toutes sortes d'universitaires, des professeurs, etc. La première chose que les gens disent, c'est faut le faire en 20 ans, mais c'est pas possible. Mais j'ai dit, mais si, c'est possible. C'est juste qu'on ne veut pas. Alors, le rapport explique pourquoi c'est possible. Oui, c'est possible. On a toutes les techniques, on n'a pas besoin d'inventer quoi que ce soit. On a les financements nécessaires, on a les gens qui ont la volonté de le faire. On a tous les calculs, on sait combien de bateaux il faut, combien de personnes sur chaque bateau, etc. Et est-ce qu'on peut faire en sorte que toutes les maisons deviennent neutres en énergie dans 20 ans? La conclusion, c'est oui, on peut le faire. Et entre-temps, on aura créé toutes sortes de nouveaux emplois. Et aux Pays-Bas, il y a encore beaucoup de gens qui sont au chômage, surtout dans le secteur du bâtiment. Je ne dis pas que c'est facile, parce que la chose suivante que les gens nous disent, c'est « vous l'avez jamais fait avant, le gouvernement n'a pas vraiment envie de le faire ». Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on ne devrait pas le faire. Mais si on peut le faire et si on a l'énergie pour le faire, eh bien, on peut le faire. Et moi, j'ai expliqué mon histoire. Je vous ai parlé de toutes les questions urgentes. Je me suis dit que c'était déjà au courant, mais en général, je consacre un tiers de ma présentation aux questions urgentes. Et quand tout le monde est déprimé, je commence à leur parler des solutions. Dans ce livre, eh bien, il y a une liste de toutes les solutions possibles. Je ne vais pas vous les lister, mais il faut savoir que on aura un système qui sera moins cher de 3 milliards en 2030 que si on continue à utiliser des énergies fossiles. Parce qu'il faudra importer de la Russie. Et là, on deviendra dépendant. Parce qu'on a été très indépendant grâce au gaz. Mais les prix vont certainement augmenter. Je ne crois pas que Poutine va vraiment nous octroyer un grand rabais. Et combien ça nous coûte ? 1,5% du PIB chaque année pour opérer cette transition. Et 1,5% du PIB, c'est beaucoup, ça veut dire 9 milliards chacun. Mais on dépense 2,5% du PIB sur le pétrole, et on ne sait même pas. Donc on est un pays riche, on peut se le permettre. Et dans 20 ans, on aura une société qui sera 100% dépendante des énergies renouvelables et nos enfants auront de véritables opportunités. Donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire. En tout cas, moi, je n'en vois pas. Donc, dans ce livre, on explique ce qu'il faut faire et comment on doit le faire. Au niveau des logements, bon, il y en a encore pour une demi-heure, j'ai pas le temps malheureusement, mais on travaille également sur les voitures électriques, les bornes de rechargement, différents types d'aliments. Et au bout du compte, si on réduit nos besoins en énergie fossile de 2% par an, bien, on pourra réaliser ce scénario. Et si on fait tout ça, eh bien, on utilisera beaucoup moins d'énergie et l'énergie dont on aura besoin, eh bien, on pourra la produire grâce aux panneaux solaires, grâce aux éoliennes et on pourra aussi utiliser la géothermie. Il y a vraiment toutes sortes de solutions possibles qui s'adressent à différentes parties de la société. Alors, je me suis dit, on va le faire. Je travaille sur les maisons, je travaille sur les voitures. On a des équipes qui travaillent sur les différents sujets, mais il faut faire plus encore. Lorsque j'ai lu le rapport du Carbon Tracker et j'ai entendu ce qui se faisait aux États-Unis sur ce mouvement des investissements, je me dis oui, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Alors j'ai commencé à m'intéresser à la question, on s'est déplacé avec des étudiants, on est allé voir les grandes universités aux Pays-Bas
parce qu'elle participe au fonds de pension ABP. C'est un des plus grands investisseurs au monde. Et les gens qui travaillent dans une société doivent passer par ce fonds de pension. Donc on a le voir conseil d'administration, on leur a dit, assurez-vous que ce fonds de pension désinvestisse des énergies fossiles. C'est important, vous êtes un des plus gros investisseurs aux Pays-Bas. On a commencé à discuter avec eux, on a dit, bon, d'accord, alors au début, il y a un dialogue, vous savez comment ça se passe, toutes sortes d'étapes. Et ensuite, ils ont travaillé avec 350 et maintenant, c'est avec notre organisation. Mais voilà, on les aide dès qu'on peut, on essaie de communiquer parce que on a beaucoup de personnel. Et j'aime beaucoup cette idée aussi d'aller dans la rue. Je ne crois pas que les tweets soient suffisants. L'an dernier, il y a eu une grande marche. Et c'était en août, juste après les grandes vacances. Et j'étais au téléphone avec Friends of the Earth, Greenpeace aux Pays-Bas. Et je leur ai dit, on a le plus grand nombre d'ONG par mètre carré au monde. Et qu'est-ce qu'on fait? Et personne ne faisait rien. Parce que ce n'était pas dans le plan annuel. Et c'est comme ça qu'elle fonctionne dans les grosses ONG de nos jours. Bah oui, mais quand même, on devrait faire quelque chose. Alors, on a organisé la marche à Amsterdam. Il y avait entre 3 et 5 000 personnes. Et je pense qu'il faut qu'on soit présent physiquement. Il faut qu'on montre qu'on veut faire les choses différemment. Moi, du 1er novembre au 28 novembre, je vais marcher de Utrecht jusqu'à Paris, 520 km. Et j'aimerais que vous vous joigniez à moi. Si vous voulez venir avec moi un jour, un week-end, une semaine, eh bien, je serais ravie d'avoir un public international. Moi, on a invité la princesse qui va se joindre à nous, un DJ célèbre et toutes sortes de personnes, afin de s'assurer qu'on soit vraiment visible. Et ce sera également diffusé à la télévision, 5 minutes par jour, en direct. Et donc, je pense que ce sera important de parler de toutes ces questions ayant trait au climat, etc. Ensuite, nous avons également une plateforme, une sorte de think tank de gens qui travaillent dans différents domaines de la société. L'un d'entre eux est un juriste vraiment très actif et il est très, très préoccupé sur cette question du climat. C'est-à-dire les hommes politiques, ils ne vont pas agir assez vite. Et il n'y a qu'une seule partie de la société démocratique qui est vraiment capable de regarder les faits et de prendre des décisions sur la base de ces faits et de se rendre compte que les choses vont tellement mal qu'il faut faire plus encore. Et ça, c'est le juge. Donc il a écrit cet ouvrage. Moi, j'ai étudié le droit et je me suis dit, ça peut être assez difficile, mais je me suis dit qu'on devrait essayer, effectivement. Et c'est comme ça que nous sommes allés au tribunal. En 2012, en novembre 2012, nous avons invité James Hansen à venir aux Pays-Bas. On leur a parlé de l'urgence, du changement climatique. On a écrit une lettre parce qu'il fallait qu'il y ait un dialogue, parce que sinon on ne peut pas aller au tribunal. Donc on a écrit une lettre à l'État. Il faut qu'il y ait un dialogue. On a demandé 40% de réduction en 2020. Et si vous voulez vraiment pas atteindre ce chiffre, eh bien, il y aura des conséquences. Et donc, on nous a répondu oui, le changement climatique est chose d'urgent. On est d'accord avec vous, il faudrait que l'État arrive à une réduction de 24 à 25%. Et donc, ils ont déjà finalement, de cette façon, accepté ou reconnu ce que le juge a dit par la suite. C'est pas comme si le juge avait inventé quelque chose. Mais en conclusion, ils ont dit, donc même si on est d'accord avec vous, on ne veut pas être tête ou chef de file. Si vous savez qu'on est en la position 24 sur 25 en termes d'énergie renouvelable, ce qui est assez ridicule. Et on s'est dit que ce n'est pas forcément bien pour notre industrie. Et les grandes entreprises aux Pays-Bas veulent davantage de politique sur le changement climatique. Non, c'est pas. En fait, on ne veut pas faire ce que vous nous demandez de faire. Donc, c'était une bonne raison pour nous d'aller au tribunal. Et vous connaissez le crowdfunding. Et nous avons inventé le recours au tribunal, le crowd pleading. Et on s'est dit, on va faire passer le message. Si vous connaissez des gens qui peuvent nous aider, eh bien, dites-le nous. Si il y a des plaignants qui veulent se joindre à nous, eh bien, qu'ils le fassent, parce que comme ça, on sera plus nombreux. Et l'union fait la force. Et on a obtenu 900 co-plaignants. Et la photo que vous venez de voir, c'était la remise du premier paquet juridique. Et ça prend 5 minutes, on le met sur le bureau, ça va vite. On était là avec des centaines de personnes. Il y avait toutes sortes de caméras également. Donc on a dit oui, on a on a démarré une action au tribunal aujourd'hui. Donc c'était un grand événement. Mais beaucoup de gens qui étaient sceptiques, des journalistes ou des professeurs qui nous disent mais
qu'est-ce que vous pensez? On a posé la question aux gens, qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Ouganda? Mais les gens ont dit non, aucune chance que ça aboutisse. Donc à part les deux avocats et moi-même, eh bien personne ne pensait qu'on pouvait gagner. Et ça a pris 1 an et demi, parce que, vous savez, il y a la procédure, on agit, ils répondent, etc. Et au printemps dernier, nous étions avec les 3 juges et la partie adverse pour en discuter. Et je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte que on n'a pas parlé ni du traité sur le changement climatique, ni du traité sur les droits humains. C'est du droit civil, tout simplement. C'est quelque chose qui est à la base de tout système démocratique. C'est pourquoi je pense que c'est quelque chose qui peut être fait dans quasiment l'ensemble des sociétés démocratiques. Donc, on peut utiliser ce qui se passe pour argumenter. Et je vais vous expliquer un peu plus en détail dans quelques instants. Le tribunal dit oui, c'est une question juridique. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, notre gouvernement a annoncé qu'ils allaient faire appel parce que le juge a fait le travail, il a fait le travail politique. Le juge a dit non, c'est une question juridique. C'est une question de négligence. On peut avoir un avis différent, mais c'est vraiment une question juridique. Et si une ONG et 900 citoyens viennent au tribunal et demandent au juge de les présenter au gouvernement, parce que le gouvernement ne fait pas assez, eh bien, le tribunal doit se pencher sur la question. Ils ne peuvent pas simplement refuser de le faire. Et le juge a également argué que, oui, le gouvernement avait le pouvoir discrétionnaire au bout du compte, mais c'était un pouvoir, ce n'est pas un pouvoir illimité. Le juge est là pour protéger les citoyens du gouvernement. Voici quel est le niveau minimum que vous devez atteindre en tant que gouvernement. Et vous pouvez en faire plus, bien entendu. Et je pense que ça, c'est un point important parce que l'argument principal du gouvernement est qu'ils essayent déjà de faire des choses. Donc, ça ne sert à rien de mentionner la Constitution ou le traité sur le climat, mais si on veut prouver qu'il y a des actes illégaux, eh bien, il faut parler du devoir de vigilance. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, c'est une norme ouverte. On peut ensuite se référer au traité sur le climat et voir ce que le gouvernement néerlandais a dit sur la question de qu'il y a un devoir de vigilance. Le juge a étudié l'ensemble des documents et a dit qu'il y a 195 pays qui sont d'accord sur le fait qu'il faut se limiter à une augmentation de la température de 2 degrés. Et les scientifiques également sont d'accord sur ce point. Donc il y a toutes sortes de preuves scientifiques, de documents scientifiques, de gens qui sont d'accord sur le fait qu'il faut se maintenir dans la limite de 2 degrés. Et je pense que c'est important de savoir qu'on ne peut pas se référer directement au traité sur le changement climatique, mais on peut les utiliser d'une autre façon. Et le juge s'est également penché sur d'autres principes. On a également vu ce que les Européens disaient au sujet du changement climatique. Les Européens disent qu'ils veulent un grand niveau de protection. Et nous faisons partie de l'Union européenne, n'est-ce pas? Donc ça fait partie également de votre devoir de vigilance, un niveau élevé de protection. Voilà. Alors, au bout du compte, le tribunal a dit que le changement climatique, c'est un risque de grande ampleur, c'est un gros problème, et nous n'agissons pas suffisamment pour atteindre cet objectif de degrés. Nous allons plutôt vers 4 ou 6 degrés, donc on ne fait pas suffisamment. L'adaptation n'est pas la façon de procéder. La seule façon de se maintenir de cette limite de 2%, eh bien, c'est l'atténuation, et ce, le plus rapidement possible. Donc, je pense que pour beaucoup de personnes qui travaillent dans ce domaine, eh bien, sur le terrain, le fait que le juge dise les mêmes choses et les écrive mais de façon très bien rédigée, je pense que c'est vraiment un document juridique de grande valeur. Et cela montre bien que le gouvernement a un devoir de vigilance et qu'il doit mettre en place un cadre statutaire afin de s'assurer que l'on reste en dessous de ces 2 degrés. Pour l'instant, l'objectif n'est que de 16% et c'est insuffisant pour atteindre les 2 degrés. Le gouvernement néerlandais a dit beaucoup de choses telles que on ne pouvait pas se permettre financièrement ces mesures. Le juge a dit que c'est totalement inexact parce qu'en 2010, vous aviez encore 30% comme objectif et vous avez divisé cet objectif par 2 en quelques années. Et nos pays voisins, ils arrivent à atteindre 30 ou 40% de réduction. Je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas atteindre 25%. C'est totalement n'importe quoi. Et le gouvernement, l'État a dit on fera de l'adaptation, des mesures d'adaptation. Et le juge a répondu non, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment aller vers l'atténuation.
Donc la capture et le stockage du CO2, ce n'est pas suffisant. On ne peut pas le faire dans des quantités suffisantes. Donc ces arguments ont été présentés par le juge et le juge a ainsi fait un certain nombre d'énoncés qui pourront être repris dans d'autres pays si le besoin se fait sentir. Alors, le dernier argument de l'État était qu'on ne fait que 0,5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et le juge a dit eh bien, faites partie de 195 pays. Si tout le monde fait 0,5, eh bien, ça serait bien. Et dans les premières pages du traité, on voit que les différents pays ont différentes responsabilités et chaque pays devrait contribuer dans une juste mesure et les pays industrialisés devraient contribuer plus que les autres. Et donc, les pays industrialisés devraient contribuer à hauteur de 25 ou 40%, donc obtenir une réduction de 25 à 40% parce que ce sont des pays industrialisés. Donc, personne n'est épargné. Il y a toutes sortes d'études qui ont été réalisées et les raisonnements vont tous dans le même sens. Donc, l'argument a été totalement rejeté par le tribunal, par le juge. Parce que le réchauffement climatique, c'est l'affaire de tous. Ensuite, on nous a dit on ne peut pas faire plus que ce que l'Union européenne nous demande de faire. Et là, le juge a dit regardez le Danemark, regardez l'Allemagne. Ils vont bien plus loin que ce que leur demande l'Union européenne. Alors pourquoi vous ne pourriez pas en faire autant? Ce n'est pas un argument valide. Et le gouvernement néerlandais a dit si on fait moins, les autres feront plus. Ce qu'on appelle un peu l'effet matelas à eau. Et nous, on ne voit pas l'effet matelas à eau. Et même si c'est 11%, et, en fait, il n'y a pas de raison de ne pas agir. En fait, vraiment, c'est un peu comme si l'État s'était pris des claques. Les avocats sont vraiment fait totalement renvoyés. Very severe consequences. Le changement climatique a des conséquences énormes, donc il faut faire attention à réduire ces effets nocifs. On a parlé de 2 degrés, très bien. Nous, on a demandé 40%. Mais peut-être que 40% c'est nécessaire, mais les gouvernements ont un droit discrétionnaire. C'est à eux de décider. Mais le niveau minimum est de 25%. Et il est impossible de descendre en dessous. Donc 25% et le reste, c'est aux politiques de décider. Et le gouvernement néerlandais aujourd'hui a dit qu'ils vont faire appel. Ils vont faire appel, ils vont bien sûr rester sur ces 25%. Donc le message est double. Ils vont rester sur cette cible 25%, mais ils se sont dit attention, il faut aller en appel. Nous, on a dit à ceci, si c'est votre seul argument, dans ce cas-là, on pourrait faire les choses plus élégamment. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à l'appel. On peut attendre fin septembre. Et puis le jour après, oui, vous pouvez repasser à la Haute Cour de justice et passer à ce mot-là que je viens de dire en néerlandais, mais bon, je ne sais pas si je pourrais le traduire. C'est-à-dire, vous pouvez poser la question directement à l'équivalent du Conseil constitutionnel, j'imagine. Et dans ce cas-là, à chaque fois, vous avez une réponse au plus haut niveau. Ça n'aurait pas une incidence directe sur nous, mais en tout cas, si vous pensez que... D'ailleurs, c'est leur argument, l'argument qu'ils ont fait passer dans la presse. Ils ont dit maintenant, voilà, on peut passer devant les tribunaux pour toute chose. Si vous êtes, par exemple, sans travail, vous pouvez passer devant le juge. Non, c'est idiot. Enfin, peu importe. Si c'est ce qu'ils veulent vraiment faire, les 25%, mais cependant, ils veulent poser cette question juridique, je crois qu'il y a un moyen plus rapide et ça prendrait que 6 mois. Alors que s'ils passent par un système d'appel, dans ce cas-là, c'est un double appel et puis ça peut passer... ça peut prendre pas mal de temps, 2 ans, 3 ans. Bon. Pour l'instant, je vais passer certains détails. C'est ce que les juges ont dit pour essayer de répondre à la question. Le 24 juin, en une demi-heure, tout le monde a entendu parler de cet exemple. Moi, ça m'a vraiment surprise.
Et ce qui m'a surpris également, c'était de voir que, en fait, ce qui compte, c'est donner de l'espoir aux gens. C'est pas simplement ce qui s'est passé dans les tribunaux. Il y a des gens au téléphone qui nous regardaient à l'ordinateur et qui en pleuraient parce que tout a été en direct et ils se sont dit, ah, enfin, ça marche. Moi, je vais revoir mes idées. J'ai de l'espoir partout dans le monde. Il y a des gens qui nous ont dit ça, des ONG qui ont commencé à travailler sur ce sujet. Et je me suis dit, ça, c'est vraiment particulier, hein. Et on n'y avait pas pensé avant. Et est-ce que on peut... j'aurais jamais pensé qu'on pourrait aller aussi vite à un niveau international, mais en fait, c'est passé comme ça. Et c'est parce que les tribunaux ont traduit tout en anglais. Donc, à partir du moment où tout est sorti en néerlandais, c'est sorti aussi en anglais. Et nous, on a traduit aussi tous les autres documents, tout ce qu'on avait préparé avant. Et bien sûr, il nous a fallu des mois pour tout traduire, alors que là, tout était traduit le jour même. Donc, tout le monde a pu tout lire. Et si vous avez un petit peu de temps, je vous dirais, lisez un petit peu ce cas-là. Ce cas est un cas juridique intéressant, je dirais. Alors, les gens nous posent des questions de partout, ils nous disent est-ce que vous pouvez nous aider parce que eux aussi ils veulent essayer de passer devant les tribunaux. La Belgique a déjà commencé, il y a déjà maintenant un cas devant les tribunaux et je suis allé en Australie cet été, puis il y a d'autres collègues aussi dans mon équipe qui voyagent ici et là, qui leur montrent la différence entre ce que nous on fait et d'autres exemples devant les tribunaux. Parce que vous savez, c'est pas simplement se battre pour un exemple, une mine, etc. Mais ça tombe dans le domaine de la loi, c'est ça qui compte. Donc lorsqu'il s'agit de questions de société, lorsque les politiques ne prennent plus les décisions, et c'est le cas maintenant, par exemple aux Pays-Bas, autrefois il y avait des grosses questions que simplement auxquels simplement les juges répondaient. Et par exemple, vous voyez aussi les mouvements des droits civils aux États-Unis, c'est un peu comme ça. Alors que généralement, ce qui se passe, c'est qu'on passe d'abord devant les tribunaux, puis après, ça passe par les politiques. Donc, c'est pas surprenant que ça se passe comme ça. Cependant, on peut réussir avec le désinvestissement, avec nos mouvements, avec tout ce que nous faisons. Nous pouvons réussir. Nous avons encore 20 ans et je crois qu'il faut faire tout ce que nous pouvons en 20 ans. C'est à nous de changer la donne pour avoir une société basée simplement sur les renouvelables. Et avant cet exemple, personne ne pensait qu'on pourrait le faire. Et cependant, nous avons réussi. Donc n'abandonnez pas trop rapidement parce que selon moi, il y a toujours une lumière d'espoir. Une lueur d'espoir. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci Marianne. Cela redonne l'espoir, en effet, à ceux qui combattent. Même si nous sommes un petit peu en retard, je crois qu'il serait bon peut-être de vous donner la parole pour que vous posiez des questions si vous en avez. Alors, nous allons prendre tout d'abord 3 questions, et puis Marianne essaiera de répondre à ces 3 questions si vous êtes d'accord. Essayez de poser des questions assez courtes, s'il vous plaît, comme tout à l'heure. Qui souhaite commencer? Oui, madame, en fond de salle. Est-ce qu'il est possible de faire la même chose que vous ailleurs? Réponse, en fait, ça dépend du pays. D'abord, il faut le faire au niveau pays. On ne peut pas passer à une cour européenne ou internationale. Mais en tout cas, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez essayer de passer au renouvelable en 20 ans. Oui, ça c'est possible. Est-ce qu'on pourrait avoir une entité mondiale qui serait créée pour ce genre de cas? Bon, moi, vous savez, je suis pratique, hein. Je le ferai au niveau pays d'abord. Parce que là, vous savez ce qui se passe, vous connaissez les gens, vous savez ce que vous devez faire, là où il faut appuyer pour faire bouger les gens. Moi, ce que je fais aux Pays-Bas, je ne suis pas sûr que ça puisse se faire ailleurs. Hein. Parce que moi, aux Pays-Bas, je connais les gens, comment ça marche, les systèmes. Je crois qu'on peut se servir d'exemples les uns les autres. On a chacun nos mécanismes. Bien sûr, tout le monde travailler sur le désinvestissement, mais c'est à organiser, je crois, au niveau pays. Je crois que vous avez raison, c'est vrai. Et justement, je voulais vous dire aussi que parfois, certains territoires ne sont pas obligatoirement au sein d'un seul pays. C'est vrai, mais dans ce cas-là, il faut inventer un autre système. Très bien. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Merci pour cet exposé. Est-ce que vous pensez que l'on peut appliquer le même raisonnement aux institutions privées et pas simplement au gouvernement? Tout à fait. Lorsque nous avons débuté, certains groupes ont voulu faire la même chose, par exemple contre Shell, etc.
et d'autres ont voulu choisir d'autres chemins. Nous sommes dit, si nous voulons poursuivre des grands groupes, il faut beaucoup plus prouver les choses et c'est-à-dire un lien de causalité entre ce qui s'est passé et ce que ça a entraîné. Donc là, c'est beaucoup plus difficile. Et nous n'avions que très peu de temps, donc, mais je crois que cependant, c'est possible. Dernière question, s'il vous plaît, oui, là-bas. Merci. Êtes-vous au courant d'initiatives similaires ailleurs dans le monde? Vous voulez dire des choses qui sont passées devant les tribunaux? Je sais que les Belges, comme je vous l'ai dit, ont déjà commencé parce que nous les aidons, les Belges. Et c'est en néerlandais aussi, donc ça nous aide. Et nous parlons également avec des avocats, en tout cas dans 15 pays, qui étudient cet exemple et ils pensent à faire quelque chose et à agir également. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas pour la France, en tout cas, je ne crois pas. Je ne crois pas pour l'instant. Eh bien, je crois que nous pouvons applaudir Marianne. Merci. Bon, maintenant, on va demander à May de venir. Nous allons écouter des orateurs pour la prochaine table ronde.